Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TVL, et bienvenue dans ce nouveau contre-enquête. Comme vous le savez, TVL s'est fait fermer son compte bancaire pour des raisons politiques. Nous avions d'ailleurs déjà réalisé une émission il y a quelques mois sur ce sujet des fermetures de comptes pour des associations. Dans ce nouveau numéro, nous avons voulu élargir sur les risques bancaires relatifs aux personnes physiques, donc les risques de débancarisation vous concernant aussi, vous, chers téléspectateurs. Nous avons voulu nous interroger sur la création d'une catégorie de sous-citoyens à cause du système bancaire pour des raisons bassement politiques. Pour traiter ce sujet, nous avons interrogé 3 experts. Notre avocat, dans l'affaire de la fermeture du compte TVL, maître Philippe Prigent, Catherine Griset, députée européen RN, et enfin, une personne haut placée dans l'environnement bancaire et financier qui a préféré rester anonyme, pour nous expliquer ce qui se passe dans les coulisses. Bienvenue dans ce nouveau contre-enquête. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Philippe Prigent. Alors Philippe Prigent, vous êtes particulièrement intéressé à la question de la dictature bancaire puisque, comme vous le savez, chers téléspectateurs, notre compte bancaire a été fermé pour des raisons politiques et Philippe Prigent est notre avocat pour nous parler aujourd'hui de ce qui s'est passé. Oui, alors l'histoire qui est arrivée à TVL est très symptomatique du droit de contrôle que les banques s'autorisent sur les opinions politiques de leurs clients. Pourquoi ? Parce qu'on a une relation bancaire qui se passe très bien, régulièrement les donateurs, il n'y a jamais aucun incident de paiement, tout se passe sans aucune difficulté et normalement vous êtes une banque, vous dites écoutez j'ai un client qui pose jamais de difficulté, qui paye toujours à l'heure, il n'y a jamais un seul incident, tout va bien, je vais continuer. Sauf que là, la banque, le CIC, se dit du jour au lendemain, on va arrêter de travailler avec vous. Motif 0, explication 0. Échange contradictoire, avant de taper sur les gens, on pourrait imaginer qu'on échange des arguments, tiens, pourquoi ceci, pourquoi cela. 0, on arrête de travailler avec vous et on vous donne 2 mois pour trouver quelqu'un d'autre. On va voir d'autres banques qui vous disent bah non, on ne veut pas travailler avec vous. Alors, c'est quand même étonnant parce que le commissaire aux comptes dit que tout va bien, les comptes montrent que tout va bien, on a un historique sans aucune difficulté, en cas de besoin on pourrait faire appel à des soutiens, il y a beaucoup de mouvements sur le compte, c'est normal, il faut payer les locaux, les journalistes, les intervenants, il faut recevoir les dons, tout ça ce sont des services qui sont normalement facturés par la banque. Le but pour une banque, une pure activité bancaire, c'est d'avoir un compte qui ait du mouvement. Parce qu'évidemment, plus il y a de mouvement, plus ça permet de dire à chaque fois qu'il y a une opération, il y a une petite gratte pour nous. C'est le modèle économique bancaire, ça je ne le critique pas. Et voyant tout cela, bien d'autres banques, on a la Banque Postale, Fiducial et autres, décident de non, on ne va pas travailler avec vous. Et on ne va pas travailler avec vous, là encore, sans aucun motif. Quel est le problème ? Le problème est que
c'est motivé manifestement par les opinions politiques de TV Liberté. Parce que, à la base, il n'y a aucune raison d'arrêter de travailler avec TV Liberté. Je rappelle que vous êtes généralement même un malfrat avéré, les banques travaillent avec vous. Hein. Je veux dire, le gros de mon activité, c'est une activité de contentieux d'affaires avec du pénal des affaires. Il n'y aurait pas autant d'affaires de blanchiment si les banques refusaient de travailler avec les gens malhonnêtes. Généralement, vous arrivez, même vous êtes un voyou en col blanc. Si la banque peut fermer les yeux sur le fait que vous êtes un voyou en col blanc, elle va quand même prendre l'argent. C'est pour ça qu'on a créé Tracfin, pour essayer de les limiter un petit peu. Mais l'enthousiasme bancaire consiste à prendre tout l'argent, même manifestement sale, dès lors qu'ils peuvent faire semblant de l'ignorer. Ici, les banques décident d'arrêter de travailler avec TV Liberté, commettent manifestement un délit pénal. On est pour ou on est contre, mais il se trouve que c'est le code pénal. Si vous refusez de fournir un service à quelqu'un, en raison de ses opinions politiques, réelles ou supposées, ou pour une personne morale, comme une association, des opinions politiques que vous prêtez à tout ou partie de ses membres, vous commettez un délit. Et la sanction, normalement, c'est amende, dommages d'intérêt, prison. Au-delà de TVL, qui est une association, une personne morale donc, les difficultés peuvent aussi survenir pour des personnes bien physiques. Notre témoin, travaillant dans le système bancaire, nous explique. Le système est devenu très complexe. Enfin, très complexe, il y a plein de contraintes dans tous les sens. Dans l'ouverture de compte, on vous demande, et ça fait très longtemps que ça existe, avez-vous des liens avec, est-ce que votre frère, votre cousin, est-ce que vous avez des membres proches de vous qui ont une fonction politique. Donc ça, c'est gravé dans le marbre. Après, deuxième chose, mais ça n'a pas d'importance sur le sujet, mais c'est pour vous, on vous demande si vous avez un lien avec est-ce que vous êtes à moitié américain, est-ce que vous êtes une carte green et compagnie, ça c'est la force des Américains depuis les tours de 2001. Si vous faites tout le temps des virements, des retraites cash, avant c'était assez jouable, mais maintenant vous êtes en anomalie, vous êtes en alerte. Donc il faut comprendre que les systèmes informatiques font que dès que vous faites des choses qui ne sont pas le quotidien du français moyen, ou de la société moyenne, ou de l'association moyenne, vous êtes en anomalie, et donc ça y est un petit warning, et le chargé de clientèle de votre banque est obligé de vous appeler. Si vous appelle, vous répondez pas, mauvaise pioche, une fois, deux fois, trois fois, ça remonte au-dessus, le chargé de clientèle, il n'a plus la possibilité de rester en contact avec vous, et vous passez dans une autre catégorie, c'est l'association suspecte. Alors, après avoir vu les enjeux juridiques et internes pour les banques, quelle réponse politique apporter ? Nous avons interrogé Catherine Griset, députée européenne du RN, qui s'était elle-même fait fermer son compte bancaire en tant que candidate et qui donc connaît bien le sujet. C'est vrai que c'est un sujet très important qui malheureusement nous touche tous. Bien sûr, c'est une dérive, c'est même une dérive très grave, je trouve. Fermer des comptes bancaires pour des raisons politiques, pour moi, ça sort clairement de la démocratie. On m'a fermé mon compte bancaire le jour où mon nom est apparu sur les listes des législatives en 2019. J'ai reçu un courrier de ma banque me disant que j'avais quelques jours pour trouver une autre banque, sans aucune explication, évidemment. Je suis allée voir mon banquier qui n'était même pas au courant. Évidemment, je n'avais pas de problème avec cette banque. La décision a été prise plus haut. Exactement. J'ai le cas aussi de ma collègue et amie Virginie Joron, que vous connaissez, à qui on a également fermé son compte, mais on a également fermé le compte de sa fille qui était mineure à l'époque. Enfin bon, c'est vraiment une dictature. Le compte bancaire aujourd'hui, c'est vital. Vous le savez, hein, TV Liberté, vous le vivez en ce moment. Si on n'a pas de compte, déjà pour travailler c'est difficile puisque votre salaire arrive sur un compte bancaire, on ne peut plus payer, on a moins de vie sociale évidemment. Donc je trouve que quand on commence à utiliser cette fermeture de compte comme une arme idéologique, pour moi c'est une ligne rouge. Aujourd'hui, l'Union européenne nous parle toujours de démocratie, de liberté, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que dès que vous n'êtes pas d'accord avec vous, ça ne les intéresse pas. En fait, ils ne veulent pas de contradiction. On vous élimine purement et simplement. Pour moi, c'est une censure économique.
Oui, justement. Alors, au niveau de l'Union européenne, quel rôle peut jouer cette institution et vous, en tant qu'élu, face à ces pratiques de débancarisation? Quelle initiative législative au niveau européen est-ce que vous pouvez mener en ce moment? Alors, vous le savez, hein, je ne vous cache pas que nous n'avons pas envie que l'Union européenne s'octroie de nouvelles prérogatives, comme elle le fait dans tous les domaines. Nous sommes pour la souveraineté des nations, donc nous pensons que c'est aux États de gérer cela. Euh, il existe aujourd'hui une directive déjà au sein de l'Union européenne, la directive sur les comptes de paiement, qui garantit à tout citoyen d'avoir un compte de base, hein, évidemment, un compte de base. Euh, mais c'est vrai que si elle protège contre la discrimination euh, de résidence, euh, ça n'est pas explicite, on ne parle pas des raisons politiques. Mais évidemment, on sait tous que ça existe, hein, on le vit. Pour les banques. Pourquoi que la raison n'a pas été officiellement évoquée comme celle-ci? On ne nous a pas dit on vous vire pour des raisons politiques. Alors vous avez tout à fait raison. Et je vais vous me permettre de vous raconter l'histoire de Moshe. Parce que Moshe vient à sa boulangerie, et puis alors tous les autres clients sont servis, mais pas lui. Pourtant, il veut même acheter plus que les autres, hein, parce qu'il a bien envie d'acheter des pâtisseries. Puis on refuse de servir Moshe. Puis alors Moshe va dans une autre pâtisserie, puis là encore, on sert tout le monde, et puis on ne sert pas Moshe. Puis on ne sert pas Rachel non plus. Hein. Puis alors Moshe va dans une troisième pâtisserie, puis alors on ne sert toujours pas Moshe, on ne sert pas Rachel. Puis alors il y a un type là, on ne connaît pas trop son prénom, mais il s'appelle Rosen Blumentalovic, donc on a décidé de ne pas travailler avec, pas le servir. Mais tous les autres, on les sert. Puis il va dans une quatrième boulangerie, et c'est la même chose, tous les autres sont servis. Puis au bout d'un moment, Moshe s'aperçoit que c'est étonnant, parce que les gens qui vont à la synagogue ont l'air d'avoir du mal à acheter des pâtisseries. Qu'est-ce que c'est? Ben, évidemment, c'est une discrimination. Non seulement c'est évidemment une discrimination et c'est du bon sens, mais en plus, les banques l'ont avoué. Quand je dis que les banques l'ont avoué, il y a un médiateur du crédit pour les financements aux partis politiques. Et ce médiateur du crédit a écrit dans un rapport, plusieurs rapports, notamment en 2021, publié les rapports, hein, vraiment tout ça est mis en ligne, sans difficulté, tampon d'administration, en disant les banques ne veulent pas travailler avec les gens qui ont des opinions politiques patriotes, de droite, parce qu'elles ne sont pas d'accord. Et attendez les amis, vous venez d'avouer là. C'est-à-dire que le type, il arrive, il vous dit « Ouais, mais moi, j'aime pas... » C'est pour des raisons... Puis même pour des raisons d'image. Ça aussi, on le dit, c'est parce qu'on a l'impression que ça risque de donner une mauvaise image de nous. C'est le type qui vous dit « Moi, si je travaille avec Rosenblum, les autres clients vont pas vouloir bosser avec moi, donc je bosse pas avec Rosenblum, c'est normal. » Ben non, c'est absolument pas normal. C'est de la discrimination, tu te moques du monde. C'est exactement ce que font les banques, qui l'ont avoué. Et il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est qu'une loi a été créée, de façon générale en matière de discrimination, justement pour répondre à l'objection que vous soulevez, et dire « Ah oui, mais il n'a pas donné le motif. » Bah oui, le type va peut-être pas donner le motif non plus. Il est malhonnête, mais il n'est pas non plus idiot. Donc, la règle est, si vous n'avez pas de motif, mais qu'il y a un critère de différenciation, opinion politique, orientation sexuelle, opinion religieuse, appartenance ethnique, et ainsi de suite, à ce moment-là, c'est à vous de prouver que votre décision n'est colorée par aucun caractère discriminatoire. La charge de la preuve. Exactement, mais c'est logique. Parce qu'effectivement, si vous dites non, mais je ne peux pas être condamné parce que je n'ai pas avoué. Mais il n'y a aucun système juridique où quelqu'un ne va pas être condamné au seul motif qu'il n'a pas avoué. Et comme ce qu'on est en train de chercher, c'est un mobile intérieur à la personne qui est de savoir pourquoi elle a pris une décision, évidemment, si on subordonne la condamnation à l'aveu, on dit en réalité on a écrit un délit, mais c'est pour rigoler. Ah non, normalement, les délits ne sont pas faits pour rigoler. Et là où on s'aperçoit d'un problème grave aussi dans la façon dont l'appareil d'État réagit, parce que, bon, on a quand même les impôts et les dépenses publiques les plus élevés de l'histoire de France et de tous les pays développés. Alors, on trouve ça bien ou mal, mais il y a plus de dépenses publiques en France aujourd'hui en pourcentage du PIB qu'en URSS dans les années 80. Donc on est quand même assez avancé dans la dépense publique. Donc pour ce prix-là, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui ressemble à un système judiciaire. Et à 57% du PIB en dépenses publiques, on a quelque chose qui ressemble à un procureur. Porte plainte, et alors le procureur décide de s'endormir sur le dossier. Pourtant, le dossier est accablant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous virent, refusent de travailler avec vous. Visiblement, ils prennent tous la même décision. Ils ont avoué qu'ils pratiquaient la discrimination politique. Ils ont même avoué
dans les rapports que je vous citais du médiateur du crédit, qu'il prenait en compte notamment la ligne politique au regard envers les banques. On va dire les partis patriotes de droite, appelons ça comme on veut, généralement ont une ligne effectivement un peu plus critique vis-à-vis des banques en disant de temps en temps vous avez l'air d'un peu vous entendre entre vous, ce qui est aussi un délit, ça s'appelle un cartel et c'est pénalement répréhensible. Vous avez quand même l'air de vous entendre un peu entre vous sur les conditions que vous proposez aux gens, oui, clairement. Et en plus, lorsque vous vous plantez, parce que ça arrive, vous demandez que le contribuable vous rend flou. Parce qu'on vit les banques françaises sont objectivement des colcos. Ce n'est pas des entreprises privées. Les banques françaises, c'est quand on prend des risques, quand il y a des bénéfices, ils sont pour nous. Il y a des activités que les gens sont obligés de faire, ils sont obligés d'aller voir une banque, donc on a des clients captifs. Si les gens sont obligés d'aller travailler avec vous, vous n'êtes pas dans le marché libre. Vous êtes littéralement un colcos. Si on est obligé d'acheter au colcos d'État, ça veut bien dire que les gens n'ont pas la liberté d'aller ailleurs. Leur marché est protégé par l'État. La France est un des seuls pays à appliquer le monopole bancaire. Qu'est-ce que le monopole bancaire? C'est une invention de Vichy. Est-ce que c'était une bonne idée de garder toutes les inventions de Vichy? Moi, je ne suis pas fan du concept, mais apparemment, c'est très populaire. Ça doit être les valeurs de la République. Le monopole bancaire, c'est si vous effectuez des opérations bancaires, même 3 ou 4, vous êtes passible d'emprisonnement. Du point de vue théorique, vous pouvez, d'ailleurs c'est arrivé, avoir une condamnation à une peine de prison ferme. Donc il y a un type qui a fait 3 prêts à intérêt. On va le mettre en prison comme s'il avait violé sa voisine. Parce que ça paraît effectivement un degré de gravité qui est un peu comparable. Tu vois, il viole sa voisine, il fait 3 prêts. Enfin, tu vois. Donc là, vous parlez de personnes qui prêteraient à titre privé à des gens. Oui. Qui remplaceraient la banque dans leur rôle. Moi, par exemple, si je prête de l'argent à mes amis et que je fais plus de 3 prêts à intérêt, j'exerce l'activité d'une banque et donc je suis passible de prison. Exactement. Plus dommages et intérêts aux banques, parce que vous leur avez mangé leur fromage. Donc, ces gens-là sont extrêmement protégés. Quand ils se plantent, ils viennent demander de l'argent public. Alors, exemple parfait, Grèce en 2011. On a dit on a sauvé la Grèce, on n'a pas du tout sauvé la Grèce. On a sauvé les banques qui avaient prêté à la Grèce. Parce que sinon, la Grèce aurait fait défaut, les banques auraient fait faillite. Et au lieu d'avoir ce qui est le fonctionnement normal d'une économie de marché avec des gens qui sont capables d'aller dans le grand bain et de se débrouiller tout seuls, là, on retrouve quand ça va mal, ces gens-là qui sont généralement d'anciens inspecteurs des finances ou autres activités publiques ou parapubliques, viennent de grands corps de l'État, viennent pleurer dans les jupes de maman pour qu'on vienne leur rendre l'argent qu'ils ont perdu. Parce que tu comprends, si jamais on est responsable de nos propres décisions, c'est trop dur. Donc, les banques sont ultra protégées par l'État qui les rend flous en cas d'échec, qui leur permet de faire de la création monétaire. Les banques aujourd'hui gagnent de l'argent avec la création monétaire. Juste le privilège de créer de l'argent à partir de rien, c'est ça qui les enrichit. Les types sont incapables de gagner de l'argent en prêtant les fonds de leurs déposants de façon rentable. Ça, c'est au-delà de leurs aptitudes. Ils ne sont pas du tout assez intelligents pour ça. Regardez l'ancien patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa, il a épousé Amélie Oudéa Castéra. Donc vous imaginez bien, quand vous avez ça comme épouse, c'est que vous n'êtes pas une flèche à la base. C'est pour ça que l'entreprise se dévalorise. Donc, les banques, collectivement, exercent un pouvoir immense sur la vie des gens. Et l'appareil d'État qui devrait les contrôler, y compris en appliquant simplement le code pénal, pas quelque chose de très exotique, juste dire écoutez, on a ouvert le code, c'est interdit. Donc puis alors, voilà, quitte à appliquer les délits de Vichy, on pourrait essayer d'appliquer les délits qui ne viennent pas de Vichy aussi. Vous voyez, dans une perspective un peu ouverte, valeur de la République, c'est pas seulement parce que ça n'a pas été créé par Pétain qu'on ne va pas l'appliquer. Donc, que fait-on aujourd'hui? On porte plainte pour TV Liberté. Réaction du parquet, on ne fait rien. Littéralement, on dort sur la plainte, alors que l'infraction est évidente. Et déjà, si on respectait ce qui existe au niveau de la loi aujourd'hui, ça serait déjà bien, plutôt que de donner à l'Union européenne de nouvelles prérogatives. Je voudrais aussi vous rappeler que tous les États membres des 27 pays ont signé la Convention des droits de l'homme. Et dans cette convention, donc, on garantit à chaque citoyen la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et la liberté bancaire devrait faire partie de ça. Il y a également un nouveau règlement, alors je crois que c'est en écon ou en budget, qui est en cours de discussion, qui est l'AMLA, mais ça c'est plus pour le blanchiment d'argent, etc. Mais je sais que c'est en cours et que ça devrait arriver d'ici quelques mois. Je voudrais quand même revenir sur la lutte contre le blanchiment. Oui, Parce que c'est souvent le prétexte qui est pris tout à fait. pour C'est faire le des comptes. prétexte qui a été utilisé pour TV Liberté, justement, sans Alors, c'est aucune le statut justification. PPE.
personne politiquement exposée. Mais dans les textes européens eux-mêmes, il est noté que ça ne doit pas être, comment dire, pris Dévoyé. systématiquement pour fermer des comptes, pas dévoyé exactement. On parle de dévoiement, mais l'Union européenne, je dévie un peu, mais chat contrôle. Hmm. Voilà, il voulait imposer, le principe est bien, hein, surveiller les mineurs, etc., protéger les mineurs, très bien, mais on sait très bien que ça ne se serait pas arrêté là. Ça aurait été une pression supplémentaire, voilà. Donc, la lutte contre le blanchiment, c'est très bien, évidemment, il faut, il faut travailler là-dessus, mais bon, il faut pas s'en servir, il faut pas le dévoyer, évidemment. Et il y a une notion juridique qui intervient de plus en plus. Bon, on l'a vu dans l'affaire Sarkozy, mais on l'a vu sur d'autres affaires. Et malheureusement, ce sont les députés, c'est l'Assemblée nationale, dans le sur Sarkozy, hein, c'est un sujet que les gens ne regardent pas assez. C'est que c'est un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices, ça remplace un peu la preuve aujourd'hui. Ça peut être aussi lié à les informations qu'on a dans la presse. Donc toute information sur n'importe quelle association, comme s'il y a des complications possibles, ils peuvent décider de ne pas prendre de risques. Je pense que ça peut être cette solution-là qui s'est passée. Si on étend un petit peu le sujet, vous avez parlé de la vie des gens, justement. Les banques, ainsi que vous l'avez décrit, ont un impact sur la vie des gens et notamment sur la fermeture de leur compte en tant que personne physique, car vous aussi, chers téléspectateurs de TV Liberté, cela peut vous arriver. Et quand des personnes physiques on ferme leur compte en banque. Sur quel motif, encore une fois, ça se passe? Moi, j'ai entendu des histoires. Seulement un bénéficiaire de virement qui n'allait pas à la banque, hop, le compte bancaire est fermé. Comment c'est possible qu'on puisse débancariser quelqu'un ainsi, créer une catégorie de sous-citoyens ainsi, sans que les banques ne soient inquiétées? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une administration pléthorique censée contrôler les banques qui ne fait rien. C'est un peu comme l'Arcom, quoi. On a plein de bons hommes qui prennent de l'argent public, qui sont censés faire un boulot, ils ne le font pas. De base. Donc évidemment, le côté soviétisme nul de l'administration française joue. Deuxième, c'est que lorsqu'il y a une infraction pénale, comme une discrimination, le parquet ne fait rien. Du tout. Parce qu'il a décidé d'en avoir rien à faire. Partage généralement l'idéologie des banques, puis on ne va quand même pas taper sur les banques. C'est quand même pas sympa, ce sont les banques. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que dans la loi actuelle, alors on verra s'il y a une évolution législative par la suite, il est autorisé pour les banques de ne pas donner de motif. Ils peuvent très bien vous dire, voilà, je ne veux plus vous soyez parmi mes clients, c'est une décision unilatérale. Oui, et c'est là qu'il y a un énorme problème. Pourquoi? Si les banques étaient une activité privée normale, comme une quincaillerie, un vendeur de voitures, un plombier, enfin des gens qui font un vrai travail productif. Ok, personne n'est obligé de faire appel à vous, donc ils pourraient refuser sans motif. Aujourd'hui, les banques ont le capitalisme de connivence, c'est-à-dire le pire du capitalisme et le pire du communisme. Pourquoi? Les banques peuvent effectivement refuser sans donner de motif. On a expressément prévu ça. Hein. On aurait pu ne pas le prévoir dans la loi. On leur a dit, vous avez le droit de ne pas donner de motif. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça dans la loi? Alors que l'État, donc qui protège les banques en les dispensant d'un motif, vous oblige à aller voir une banque. La banque aujourd'hui, et à la demande des banquiers, hein, ça ne leur a pas été imposé, ils sont très contents de ça. La banque aujourd'hui, ce n'est pas une activité privée. Essayez de payer plus de 1 000 euros. Vous ne pouvez pas. Littéralement, c'est interdit, c'est un délit pénal. Vous n'avez pas le droit de payer plus de 1 000 euros. Payer plus de 1 000 euros, c'est-à-dire payer plus de 1 000 euros pour une dette. Moi, imaginons par exemple que je vous doive. Allez, c'est simple, je vous émets une facture de 2 000 euros pour service de conseil comme avocat. Là, vous arrivez et vous me donnez 2 000 euros en liquide. Ah oui, l'utilisation du liquide. Oui. Vous n'avez pas le droit. Bah, moi, je suis obligé de refuser. Donc, les banques ont des clients captifs. Essayez de recevoir de l'argent. Vous devez le recevoir sur un compte bancaire. Moi, en tant qu'avocat, je suis obligé d'avoir un compte bancaire. Alors, si on me disait, vous n'êtes pas obligé, TV Liberté, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. Pour recevoir des dons, vous êtes obligé de recevoir un compte bancaire. Pour un salaire, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. On pourrait tout à fait considérer qu'on n'est pas obligé. Après tout, l'économie fonctionnait très bien lorsqu'il n'y avait pas le monopole bancaire. Hein. En France, c'était plutôt pour des raisons de contrôle. Alors, c'est pour des raisons de contrôle, effectivement, de flicage. Hein. Voilà, oui, on pourrait dire ça, oui. C'est pour des raisons de flicage, puis ça permet aussi de gaver les copains à l'inspection des finances qui vont travailler dans les banques, hein, parce que vous imaginez bien que les mecs ne vont pas être embauchés ces Tesla, hein, ils ne sont pas assez intelligents. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que les banques bénéficient en réalité
de clients captifs et exercent ce que l'État définit lui-même comme une mission de service public. Si on oblige les gens à aller voir les banques, à travailler avec une banque et à confier leur argent à une banque, pour des raisons d'intérêt général si on veut, pas sûr que ce soit très pertinent, mais à partir du moment où ça a été décidé, celui qui exerce la mission d'intérêt général, et c'est une mission d'intérêt général selon l'État, doit être assujetti aux mêmes obligations qu'un service public. Encore une fois, si c'était un pur service privé, il n'y aurait pas de problème. Personne n'est obligé d'aller voir un plombier ou un électricien. Vous ne voulez pas avoir plombier, vous avez une fuite d'eau, bon, vous avez une fuite d'eau, c'est votre problème, vous avez le droit d'essayer d'ailleurs de la réparer vous-même. Sauf que, en disant il n'y a pas de motif, on leur donne tous les avantages du service public sans avoir aucun des désavantages. Ce qu'il faudrait, dès lors qu'il s'agit d'une mission de service public, parce qu'elle est motivée par l'intérêt général et qu'elle justifie une contrainte exercée par la puissance publique, parce que quand vous mettez nous en disant interdiction de paiement, ou si vous n'utilisez pas une banque, vous allez faire appel, vous allez subir une sanction pénale, c'est bien qu'on est en train de considérer qu'il s'agit d'une prérogative de puissance publique. Votre plombier ne peut pas vous obliger à travailler avec lui, parce que sinon vous allez aller en prison. Il ne peut pas vous interdire de réparer votre fuite d'eau. Donc, il faudrait que les banques doivent donner un motif. De la même manière que chaque administration, lorsqu'elle vous refuse un droit, vous donne un motif. Alors justement, est-ce que avec ce phénomène-là de fermeture des comptes bancaires, c'est un peu ce qu'on a évoqué lors de cet entretien, il n'y a pas une sorte de création de catégorie de sous-citoyens qui est en cours? Alors évidemment, moi je ne me pense pas comme une sous-citoyenne, Moi non plus. parce que je sais bien, mais pour l'Union européenne, certainement, évidemment, bien sûr. Mais en fait, je pense que la priorité, ça serait d'obliger les banques déjà à donner des motifs Tout à fait. sérieux, vérifiables et contrôlables. Voilà. Et que chaque personne ait une voie de recours rapide. Vous êtes passé par la Banque de France, ça a été très long. Vous avez dû demander, j'imagine, à plusieurs banques. Je crois que c'est comme ça, on a des lettres de Tout à refus, fait, oui. etc. C'est très, très long. Donc, il devrait y avoir aujourd'hui une voie rapide, évidemment. Et des sanctions pour les banques qui Oui, qui vous mettent dehors pour des raisons politiques. Je pense que sans transparence et sans sanction, la censure économique restera un outil de contournement de la démocratie. Voilà. Il ne faut pas se laisser faire, évidemment. Notre rôle, c'est d'empêcher que tous les partis légaux, même ceux que l'on n'aime pas, évidemment, puissent avoir les mêmes droits. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà, mais ici, je suis censée être dans la maison de la démocratie, mais je ne la vois pas beaucoup. Alors justement, si on élargit un peu le sujet, il y a peut-être une évolution législative qui est en cours sur cette capacité des banques à finalement être totalement émancipées de quelconque responsabilité, de pouvoir fermer les comptes, de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Est-ce que, quand on regarde du côté du Sénat, du côté du Parlement européen, il y a des choses en cours qui amélioreraient un peu la situation? Oui, mais ça ne va pas du tout assez loin. Ce qu'il faut, c'est faire comme ce qui a été imposé à l'administration. À mesure que le pouvoir de l'administration s'est étendu, son obligation de motivation s'est étendue. Encore une fois, pour n'importe quelle petite mesure administrative prise en considération de la personne, il faut avoir une motivation et un échange contradictoire. Donc c'est très large. Et l'administration arrive à fonctionner avec ça. C'est pas non plus comme si les types sortaient à 23h du bureau non plus. Ça prend pas un temps fou. Mais parce que quand vous prenez une décision et que vous êtes une organisation à peu près normale, vous savez pourquoi vous l'avez prise. Les décisions ne sont pas prises de façon totalement aléatoire. D'ailleurs, si les décisions sont prises de façon totalement aléatoire, probablement qu'il faut virer le mec qui est en train de les prendre, parce que vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui fonctionne. Encore une fois, vous imaginez votre plombier ne va pas dire « Tiens, j'utilise la clé de 12, la clé de 4, la clé de 27, un peu comme je le sens le jour même ». Ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faudrait, c'est imposer une motivation et pouvoir ensuite contester la motivation retenue par la banque en justice, en disant, comme ce qu'on fait pour toute décision administrative, vous avez rejeté ma demande d'ouverture de compte, votre refus n'est pas justifié, donc vous devez m'ouvrir un compte. Les banques ne peuvent pas exiger que les gens travaillent avec elles, sans avoir absolument aucune obligation. Ces gens-là bénéficient d'un monopole public. Ils bénéficient d'un pouvoir de contrainte. Moi, si je pouvais éviter de travailler avec une banque, j'éviterais de travailler avec une banque. Non, mais pourquoi je donnerais de l'argent à ces clowns? Ça ne me fait pas plaisir. Je le fais parce que j'y suis contraint. Et j'y suis contraint
par la loi, parce que sinon je ne peux pas encaisser mes créances. Et si jamais je mène des opérations bancaires par moi-même où j'essaie d'aller trouver quelqu'un pour le faire, on va m'expliquer que je suis receleur d'un délit d'exercice du monopole bancaire. Ah oui, mais de violation du monopole bancaire. Vous allez voir quelqu'un qui vous fait du shadow banking, du prêt non autorisé par une banque. Vous pouvez devenir receleur d'un délit, donc vous pouvez être condamné vous-même. On le voit bien, selon tous ces témoignages donc, les raisons de fermeture de compte bancaire sont notamment politiques, d'ailleurs aussi pour l'ouverture tout simplement d'un compte, même si elles sont affichées autrement. Dans ce contre-enquête, nous avons analysé les risques de débancarisation qui peuvent toucher les associations, mais aussi des personnes physiques comme vous et moi, pour des raisons idéologiques ou politiques. Personne n'est à l'abri de la débancarisation en l'état du droit actuel, créant ainsi une véritable catégorie de sous-citoyens. Nous verrons si nos chers politiques vont faire le nécessaire pour remettre en cause ce droit exorbitant et inique des banques. En attendant, à bientôt dans un prochain contre-enquête.